Mélodie Desrosiers, j'habite à Pointe-aux-Trembles avec ma belle famille, ma conjointe Marie Rondeau, mon garçon Eliam Boissonneau qui a 10 ans et Delphes qui a 8 ans. J'avais fait un rêve, je pense que j'avais une vingtaine d'années, puis j'étais enceinte. Quand je me suis réveillée, bien, j'étais plus enceinte, puis j'étais triste. Puis c'était la première fois que j'avais comme... Je m'étais dit, ah tiens, j'envisagerais d'avoir des enfants. Ou ma sœur parlait constamment de bâtir une famille, d'avoir des enfants, puis moi, je le voyais pas d'une façon aussi cartésienne que ça. Instinctivement, je savais que j'aurais des enfants, mais je le conceptualisais pas très bien. Fait que de me réveiller comme ça un matin, puis de pas avoir cette bedaine-là, c'est comme si tout d'un coup, ça avait commencé à créer un manque. J'ai eu une vie un peu bohème dans la vingtaine où je voyageais beaucoup, je travaillais en agriculture. Avec ça, tu te forges une espèce d'envie de dire « Ah ben moi, j'aurais envie de transmettre ça ». Mais c'est pas aussi facile, étant avec une autre femme, de dire « Oups, tiens, qu'est-ce qu'on a fait hier? Je suis tombée enceinte, puis c'est notre amour qui se manifeste comme ça. » C'est pas comme ça que ça se passe. Fait qu'il y a tout un mécanisme intellectuel qui vient. Tu sais, à 28-29 ans, là, je commençais à trouver qu'il me manquait quelque chose. Puis à cette époque-là, avec mon ex-conjointe, au début, on en avait parlé au début de notre relation, puis c'était compliqué, puis on n'en parlait pas beaucoup, en fait, de la procréation assistée à cette époque-là. Puis là, je dis à cette époque-là, c'est 2008, en fait. Puis là, il y a été un temps où, je sais pas, j'ai comme eu ça arrive vraiment vite, tu sais. Du jour au lendemain, tu te réveilles, puis tu te dis, là, je veux des enfants, puis c'est maintenant. Juste le terme « insémination artificielle », moi, me faisait peur. Ça me refroidissait. Mais à partir du moment où tu te mets à faire des téléphones, puis à contacter des cliniques, puis à apprendre que le processus existe, qui est financé par la RAMQ, puis qu'il y a des personnes qui sont super bien outillées pour nous accompagner là-dedans, bien là, ça devient de plus en plus facile. La première rencontre qu'on fait, c'est avec un psychologue, pour voir si on comprend bien le processus, si on est apte. En fait, ils veulent savoir si, tu es apte psychologiquement à te financer pour avoir des enfants, et si tu es apte physiquement aussi. Là. Fait que toute la démarche biologique. La psychologue a dit, vous allez voir, a dit toute cette démarche-là que vous trouvez comme ardue, complexe, froide, vous allez le voir un jour comme un mal nécessaire, puis vous allez oublier même le principe du donneur, de tout ça, parce que c'est vraiment une démarche qui est pas hyper le fun, tu sais, qui est un peu stressante, qui est un peu trop intellectuelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois mes enfants, je me dis, mon Dieu, c'est tellement rien face à maintenant à tout ce qu'on a, puis à tout ce qu'on a créé. C'est vraiment... ça devient comme... Ça devient un petit détail qui prend plus l'importance qu'à l'époque, qui prenait beaucoup trop d'importance. Tu sais, quand tu décides d'avoir des enfants, il y a quelque chose de biologique qui rentre, quelque chose de l'instinct, en fait, de l'hormonal. Puis tout d'un coup, tu te retrouves devant un ordinateur. Fait que oui, tu dois, je vais dire magasiner parce que je trouve pas un autre terme beaucoup meilleur, mais tu te retrouves devant un ordinateur à magasiner des critères physiques, psychologiques, de personnalité, d'hérédité. On voit des photos, certaines photos. Quand on va se pairer avec des gens, souvent, on va aller chercher son complément, on va aller chercher quelque chose qui nous contrebalance. Je suis une personne qui est assez intense, fait que c'était important d'aller chercher un donneur qui n'avait pas nécessairement des qualités que moi j'ai très fort dans ma personnalité pour arriver à essayer de créer un être qui est un peu équilibré quand même. Fait qu'on est plus allé vers ça. C'est sûr qu'avec des caractères physiologiques, physiques qui nous ressemblent, c'est aussi intellectuel là, pour notre progéniture, alors que ça devrait être un choix qui est comme hormonal, peut-être voire spirituel à un autre niveau. Fait que de le prendre... Moi, c'est ça qu'il a fallu que je passe par-dessus. Nous, on avait choisi une clinique qui est à Montréal, la clinique OVO à Montréal, donc on avait à faire le trajet. Là, fait qu'à partir du moment où on fait un test de LH, qui est un test
d'ovulation, ben là, on plie bagage puis on doit partir dans les heures qui suivent. C'est assez simple, l'insémination. Là. Ils vont aller comme avec une longue seringue injecter le sperme qui a été dégelé à partir du moment où tu dis « on s'en vient », ils dégèlent le sperme puis ils vont aller directement là, au col de l'utérus. Pour Eliam, qui est le premier, dans le fond, on est allé... c'était après le 4e essai, la 4e insémination que ça a fonctionné. À partir du 3e essai, j'ai accepté de prendre du metformin qui aide à la maturation des follicules, en fait. 4, c'est très peu, là. Je pense que pour des couples qui sont en fécondité, là, 4 essais, c'est rien. Mais quand ça devient comme le cœur de ta vie, ton obsession, c'était long. J'ai trouvé ça long, mais tu sais, moi, je veux que les choses arrivent toujours tout de suite, là. Mais ça a pris 4 essais pour Eliam, puis Dev, ça l'a pris... au 2e essai, ça a fonctionné, mais j'ai tout de suite embarqué sur le metformin dès le début des démarches de procréation. À partir du moment où tu es enceinte, la grossesse n'est pas suivie, n'est pas médicalisée du tout. La rencontre avec ton enfant, pour moi, en tout cas, elle s'est démarrée dès le moment où j'étais enceinte. J'avais l'impression déjà de le connaître, de connaître un petit peu son énergie. J'avais le feeling que c'était un garçon, mais j'avais un feeling que j'allais avoir un garçon qui était comme sensible, dans le sens de... un instinct, là, quelque chose de profond, puis des qualités interpersonnelles vraiment extraordinaires, puis c'est exactement ça qui se passe, puis c'est vraiment intéressant. Parce que j'avais l'impression d'avoir un garçon, mais un beau côté yin, tu sais. Puis, quand il est né, tous les feelings que tu as, ils se matérialisent. Ce que je ressentais, les feelings que j'avais, puis tu sais, les rêves qu'on fait d'une grossesse à l'autre sont tellement différents. Les sentiments qu'on a, les feelings qu'on a, puis je l'attribue beaucoup à leur énergie à eux, qui est propre à eux. Aussitôt que c'était le temps des semis, donc là, j'ai mis Eliam en porte-bébé, puis Eliam, il venait déjà là, travailler un peu là, à la ferme avec moi. Et on le savait qu'on voulait un 2e enfant, puis on trouvait que 2 ans, c'était comme un minimum de temps pour que mon corps se repose et puis qu'il y ait une différence correcte. 1 an et demi plus tard, ben là, on a rembarqué dans le processus. On a démarré pour un prochain projet de bébé, puis il faut réentamer le processus à chaque fois. Puis ça a super bien été, là, 2 essais, puis c'est parti. Delph est né le 9 mars, donc rapidement, je devais rentrer dans les semis et tout ça, mais à ce moment-là, j'avais trouvé quelqu'un pour prendre la relève à la ferme, fait que j'ai vraiment pu pouvoir être plus une maman là, à ce moment-là. Aujourd'hui, depuis 3 ans, on est une famille recomposée. Donc maintenant, je vis avec les enfants ici, avec Marie. Puis, tu sais, on est vraiment des personnes qui aiment beaucoup le dehors, là, fait qu'on profite au maximum de l'extérieur. On travaille beaucoup pour notre autonomie. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'arriver à se nourrir un maximum avec des produits qu'on produit à la ferme, puis que tous les producteurs autour arrivent à produire. Fait qu'on est beaucoup dans la transformation alimentaire. Puis on essaie d'intéresser les enfants à ces activités-là, mais ils ont chacun leur propre personnalité, mais c'est sûr que c'est c'est ces valeurs-là qu'on leur apporte. En 2012, quand on a démarré le projet, d'aller dans le fond 2 femmes qui vont en procréation assistée, moi je connaissais pas ça ici à Bécomo. J'en avais pas entendu parler, fait que pour moi c'était un néant total. Mais quand tu débarques à Montréal, dans une clinique de fertilité, il y a beaucoup de femmes solo-parentales. Je connaissais pas ça non plus. Il y a beaucoup de couples, de femmes qui sont là. Fait que tout d'un coup, tu tombes dans une espèce de pseudo-normalité. Le fait de voir qu'il y a d'autres couples, comme nous, de femmes qui ont envie d'avoir un projet familial puis qui y vont, bien, ça fait du bien. Je suis très assumée, on a toujours été très assumés. Puis je pense que dans la vie, quand tu es assumé, les gens l'acceptent et le respectent. J'ai toujours vécu ma vie comme ça. Puis dès le départ, on a parlé de notre projet. Au début, tu t'en parlais à ta famille autour. Puis c'est sûr que ça a été hyper bien accepté. Là. Je pense qu'il y avait hâte qu'on tombe dans un processus familial. Des remarques négatives, s'il y en avait dans la tête des gens, ils ne sont pas venus à mes oreilles, en fait. Ça a toujours été très positif. Je pense que en tant que société, puis où on est rendu aujourd'hui avec la vie, les deux qui travaillent, je pense que naturellement, il y a une distribution des rôles qui se fait. Puis tu sais, souvent, l'autre va plus travailler pour pallier au fait que moi, je ramène moins d'argent. Selon moi, ça doit pas être sexy, cette distribution des rôles-là. Puis je le vois, j'ai des amis hétérosexuels qui ont une distribution des rôles qui est un peu atypique. Puis ça aussi, je trouve ça beau, tu sais. Je pense que c'est ma première sortie. Je suis allée au dépanneur ici à Poitou-Stade, puis je parlais que je venais d'avoir
un bébé, puis là, il y a quelqu'un qui a dit « Ah oui, c'est qui le père? Je le connais-tu? » Puis là, j'ai dit « Ah, il n'y en a pas de père. » Et en disant cette phrase-là, je me suis dit « Plus jamais je vais dire ça. » Parce que mon bébé, il n'y a pas quelque chose. Il y a 2 mamans. Il n'y a pas un manque. C'est ça la situation. Il y a 2 mamans et il manque surtout pas d'amour, ça c'est sûr. Là, maintenant, on est 4. T'sais, on est 2 mamans, puis 2 belles mamans dans la vie de ces enfants-là pour les outiller puis les aider à évoluer dans tout ça qui est comme un petit peu différent, mais pas tant que ça, mais quand même un petit peu différent. Puis les outiller pour qu'eux aussi arrivent à l'assumer puis à en tirer tout le maximum puis le positif, là. La présence masculine, pour moi, est importante, ne serait-ce qu'un modèle aussi. Et Eliam est très proche de son parrain. J'ai des beaux-frères, des grands-pères, des super bons amis. Fait que c'est le fun de l'entourer. Puis je parle d'Eliam, mais aussi d'Elf. C'est besoin d'avoir des beaux modèles masculins pour, selon nous, un développement qui est sain. Puis j'ai toujours cru qu'une communauté, un village tissé serré, ça arrivait à élever des beaux enfants. Puis c'est comme ça qu'on arrive à créer un équilibre pour nos enfants. J'ai toujours eu de la misère, même étant petite, j'ai vraiment eu toujours de la misère avec le principe de la sexualité puis du genre. Je sais qu'aujourd'hui, ça a pris toute une ampleur, c'est rendu presque une mode, mais il reste qu'étant jeune, j'avais un petit peu de misère parce que moi, j'aimais beaucoup plus les sports que les gars pratiquaient, mais je me sentais pas un garçon nécessairement. Dès le moment où on a eu des enfants, on était très d'accord sur le fait qu'il allait avoir des poupées, des camions, de tout, et qu'on allait avoir une éducation qui allait être non genrée, non orientée vers des stéréotypes sexuels. C'était super important pour nous. Quand on a rencontré la psychologue au début, moi c'était ça, hein? Moi c'était « OK, je veux un projet familial, je veux des enfants, mais je veux pas leur nuire. Comment je peux les outiller là-dedans pour que eux, ça coule, puis que ça aille bien, puis qu'il n'y ait pas de questions à se poser ou qu'il n'y ait pas l'impression que des choses qui leur sont cachées ou qu'ils ne captent pas tout sur d'où ils viennent. » Fait que dès le départ, on leur a comme expliqué, puis pris une image de semences, de terreau, de plantes. Fait que on leur a toujours expliqué qu'on était allé chercher des semences de bébés dans une clinique, puis qu'ils sont venus installer les semences de bébés à l'intérieur de moi, puis qu'après ça, ça prend de l'amour des 2 mamans pour les faire pousser. Là, ils sont assez vieux pour comprendre qu'on est allé dans une banque avec des semences, des spermatozoïdes. Je leur explique de la même façon que je vais leur expliquer à un adulte, et ils le comprennent. Le fait que j'ai 2 mamans, ça change pas mal rien. Je sais pas ce que ça fait d'avoir un papa, mais ça me dérange pas d'avoir 2 mamans. C'est pareil 2 parents, puis ça change pas mal rien. Non, j'ai pas ressenti un manque parce que j'avais pas de papa. Moi, à Bécomo, il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Puis peut-être que j'aurais aimé entendre cette histoire-là d'une femme ou d'un couple de femmes ou d'une famille qui dit « Hey, nous, on l'a fait, puis c'est super, on adore, on est vraiment contente de l'avoir fait. » Je pense que d'inspirer puis de donner confiance à des mamans qui auraient envie ou des papas ou peu importe.